Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Juste une petite précision, cette semaine il n'y aura pas d'émission en direct Rage Bait. Voilà, l'émission sera en pause pendant 2 semaines et reviendra le 8 janvier avec une vidéo qui va parler des tops, des flops en direct pendant 3 heures avec Monsieur Paf. Et cette semaine, je serai quand même en direct pour parler cinéma, jouer à des jeux, des choses comme ça. Moi, je bosse toute la semaine, je fais pas les fêtes de manière générale. Donc, il y aura pas mal de vidéos avec les tops, les flops et tout sur cette semaine et la semaine prochaine, en plus des vidéos habituelles. Et pour les vidéos actualités, j'ai rajouté une catégorie anecdotes, parce qu'il y a plein d'actualités qui sont pas vraiment des actus, mais des choses en lien avec le cinéma qui pourraient quand même vous intéresser. Donc, je vais essayer de faire une catégorie anecdotes à chaque fois en fonction du temps que j'ai. Et si cela vous intéresse, je la mettrai à la fin. Mais voilà, aujourd'hui, beaucoup d'actualités, il faut en parler. Je vais commencer avec des actualités tristes concernant Rob Reiner et sa femme qui ont été visiblement assassinés lors de leur sommeil par leur fils. C'est évidemment tragique, c'est horrible, mais j'ai envie de parler un petit peu cinéma en disant que Rob Reiner, c'est quand même l'un des hommes les plus influents de l'histoire du cinéma. Je vais juste citer ses films les plus cultes, vous allez comprendre. Donc il a réalisé Quand Harry rencontre Sally, Stand By Me, The Princess Bride, Misery, A Few Good Men, Spinal Tap. Bref, son influence sur le cinéma est gigantesque. C'est triste de voir quelqu'un comme lui partir. Il a joué dans des rôles aussi parce qu'il était acteur, comme dans le Loup Wall Street. Il joue le père de DiCaprio, si ma mémoire est bonne. Il a un rôle super mémorable, il est très drôle. Il faisait plein de petits rôles dans The Bear aussi récemment. Bref, c'est un réalisateur, scénariste, acteur, producteur qui nous a quittés ici. Avec sa femme, malheureusement, suite à ce qui s'est passé. Donc c'est un hommage qu'il faut aussi lui donner parce qu'en termes de cinéma américain, c'était l'un des hommes qui a le plus marqué, même je pense le cinéma international, par son influence, par ses films tellement iconiques, tellement de répliques cultes, de moments mémorables. Bref, c'est un grand homme, une grande carrière, une pensée évidemment à leurs amis, à leur famille. J'aimerais juste aussi commenter par rapport à Trump ce qu'il a dit, car cet homme-là, il avait une carrière fabuleuse et tout ce que Trump a réussi à dire, c'était il était atteint de Trump Derangement Syndrome. Donc en gros, c'était quelqu'un qui était anti-Trump, il était très politisé aussi, pour le coup Rob Reiner. Donc il était limite traité par Trump comme quelqu'un qui méritait de mourir car il n'était pas du côté de Trump. C'est dégueulasse, c'est horrible, encore une fois, mais regardez juste la filmographie, quoi. Regardez le nombre de films iconiques, cultes, bref, il a marqué le monde du cinéma et une belle pensée à lui. On a aussi hier James Ransone qui nous a quitté malheureusement suite à un suicide. Visiblement, c'est un acteur qui était extrêmement connu pour The Wire. Peut-être les plus jeunes d'entre vous et ceux qui n'ont pas vu The Wire, vous le connaissez sûrement de ça, chapitre 2. Il a l'un des rôles des enfants. Bref, c'est toujours très triste quand quelqu'un nous quitte. Alors un suicide, c'est encore plus déprimant. C'est horrible. Donc encore une fois, une pensée à lui, sa famille. Et regardez The Wire, il est vraiment très bon dedans. C'est toujours difficile. Je voulais malheureusement commencer avec ça parce qu'il y avait quand même 2 actualités assez tristes et j'ai envie de passer à autre chose. Donc encore une fois, une pensée à ces gens qui nous ont quittés récemment. Letterboxd a lancé le Video Store. Alors qu'est-ce que c'est le Video Store? C'est un système de location de films directement dans Letterboxd. Vous pouvez louer des films entre 4 et 25 euros. Le prix a évidemment fait polémique car il y a plein de gens qui se disaient mais qui va payer la location d'un film pendant 48 heures voire 72 heures pour 25 euros? La vérité est que c'est le prix. Alors oui, vous êtes peut-être habitué à louer des films pour 3, 5, 6, 7 euros, des choses comme ça, mais ce sont des films qui sont sortis en salle, qui ont le droit à une diffusion au cinéma, en plateforme ou directement en Blu-ray ou en VOD, peu importe. Mais voilà, c'est un prix de location classique quand le film existait auparavant. Ce que Letterboxd propose, et c'est un prix tout à fait normal, et peut-être vous n'êtes pas prêt par rapport à ça ou peut-être pas habitué, c'est de diffuser des films qui n'ont jamais été diffusés. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des films de festival qui ont été uniquement diffusés dans des festivals dans le monde entier, donc ils étaient inaccessibles pour la très grande majorité du monde, et d'un coup sur Letterboxd, vous pouvez financer un film indépendant. On parle souvent du prix évidemment parce que c'est cher, 25 euros pour 48 heures de film, un film d'1h30, des choses comme ça. Je suis bien conscient, je suis d'accord avec vous. Cependant, la vérité est là, c'est que économiquement, vous allez soutenir un projet indépendant. Letterboxd prend pas une énorme part de l'argent, donc vous allez directement soutenir des réalisateurs, des acteurs qui vont faire plus de films par la suite. Et si vous êtes habitué à louer des films qui n'ont jamais été diffusés où que ce soit, encore une fois, c'est le prix habituel. Donc, on peut le critiquer, et c'est bien normal que pas tout le monde ait 25 euros à dépenser dans un film, j'en suis bien conscient, et c'est ok, mais je vous dis juste que factuellement, c'est malheureusement le prix, parce que c'est des films qui n'ont jamais été diffusés autre part, et c'est souvent des films d'ailleurs qui cherchent des distributeurs pour être diffusés en salle, en plateforme, pour que les gens le découvrent. Donc là, Letterboxd, ils font un travail de distributeur, ils disent aux indépendants, voilà, on a vu votre film, on l'a adoré, on a envie de le diffuser,
Voilà, le prix c'est 25 €. D'accord, chacun fait ce qu'il veut par rapport à ça. Je comprends que c'est cher, hein, je nie pas que c'est pas cher, hein, c'est plus cher qu'une place de cinéma. Mais vous savez que l'argent va directement aux gens qui ont fait le film. Et vous voyez un film peut-être qui est très bien, qui n'a jamais été diffusé, qui ne trouve pas de diffuseur, de distributeur. Donc vous soutenez directement une initiative. Encore une fois, je vais pas critiquer les gens qui disent que c'est trop cher, parce que c'est cher, j'en suis bien conscient. Mais entre guillemets, malheureusement, c'est le prix. Soyez pas surpris si d'autres films à l'avenir seront pour 25 €. Parce que c'est le prix. Voilà, c'est comme ça a toujours été comme ça. Je pense que c'est un prix qui est juste, entre guillemets, à titre personnel. Moi, je ne dis pas que je vais le prendre chaque semaine, hein, le film, parce que ça change tous les 10 jours, à peu près, mais je dis juste que pour un film qui n'existe nulle part ailleurs, qui va directement soutenir littéralement les gens qui l'ont fait, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un gros studio, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un bon distributeur qui mette en avant le film, je pense que c'est assez honnête, même si ça reste cher pour le consommateur lambda. Mais pour les cinéphiles, peut-être c'est un prix normal, et c'est aussi un investissement dans l'avenir d'un réalisateur, dans l'avenir d'une carrière, et voilà, vous soutenez une initiative indépendante. Et moi je trouve que c'est cool de la part de Letterboxd, qui ne décide pas des prix d'ailleurs, hein, parce que Letterboxd ont été critiqués, mais c'est pas eux qui décident des prix, ils s'alignent aussi sur le marché, malheureusement. Peut-être qu'il y aura des prix moins chers à l'avenir, mais c'est pas toujours le choix d'un réalisateur, parfois c'est le producteur, parfois c'est des contrats, des choses comme ça. Je voulais juste faire cette précision que malheureusement les prix sont normaux, et peut-être vous découvrez un monde dans lequel c'est cher, mais c'est le prix habituel, et c'est comme ça. Cristiano Ronaldo rejoint le casting de Fast and Furious. Bon, c'est pas quelque chose qui m'étonne. Vous savez que le dernier Fast and Furious, il est un peu en galère parce que le dernier avait déçu au box-office. Ils ont réécrit constamment le film parce qu'il devait avoir 2 parties, puis 3. Là, ils ont décidé de faire un truc un peu moins épique et quelque chose de plus terre-à-terre à l'ancienne. Ils veulent attirer du monde, ils veulent en faire un événement mondial, la fin de la saga. Bref, c'est pour ça qu'il y a des gens comme Cristiano Ronaldo dedans. Moi, ça me choque pas, ça m'étonne pas. Il aura un petit rôle, vous savez, comme Neymar dans Triple X, ce genre de choses. Donc c'est pas étonnant, je pense pas qu'il va gâcher le film, c'est juste du marketing, un petit caméo. Moi, ça me dérange pas. Les Oscars arrivent officiellement sur YouTube. Et ça, c'est une nouvelle de malade mental. Je pense que les Oscars qui étaient en baisse d'audience depuis des années et des années, vont là avoir les meilleures audiences de leur histoire avec YouTube. Attention cependant, c'est à partir de 2029. Donc c'est pas pour tout de suite, c'est à partir du 101e Oscar, parce que 2028 c'est les 100e Oscars, et 2029 ça sera sur YouTube. Pour l'instant c'est annoncé comme gratuit pour tout le monde. Si c'est le cas, moi je pense que les Oscars vont taper le milliard d'audience, quoi. Tout le monde va regarder à travers le monde entier, si c'est dans le monde entier. Attention, parce que si dans certains pays c'est Disney+, comme en France ou des choses comme ça, mais qu'aux États-Unis c'est YouTube et nous c'est pas YouTube, ça va être chiant. Mais si c'est mondial, si c'est confirmé que dans tous les pays c'est YouTube qui diffuse les Oscars, c'est exceptionnel. Rendez-vous compte, ça va faire 1 milliard d'audience facile, ça va remettre au goût du jour, je pense, une grande partie du cinéma majoritairement américain, c'est vrai, et la dynamique par rapport aux Oscars va complètement changer. Si on passe d'un Oscar qui fait des millions d'audience, très bien, mais si ça devient un événement qui fait des milliards d'audience, voire 1 milliard, je pense que ça peut cartonner. Alors je dis 1 milliard comme ça, hein, mais si c'est gratuit comme ça en direct et les gens peuvent regarder, c'est exceptionnel. Je pense que c'est un parti pris de fou. Il y aura des sponsors, évidemment, des pubs classiques, mais voilà, ils vont se faire un pognon dingue. Et je pense que le contrat est génial. Et pour le cinéma, je pense que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, moi, je pense que toutes les cérémonies devraient être en libre accès pour tout le monde, que tout le monde puisse les regarder sans problème. Ça serait fabuleux. Et là, 2029, pour moi, ça va marquer un tournant majeur dans l'histoire des Oscars et la manière dont même certains films sont vus, pensés pour aller aux Oscars. Est-ce que ce sera négatif possible? Je n'en sais rien. Mais le fait d'ouvrir les Oscars à littéralement toute la planète gratuitement, en direct, c'est une folie. C'est exceptionnel et je trouve que c'est une très bonne chose pour le monde du cinéma. À voir ce que ça va donner dans quelques années. Pour le coup, allez, dans 3 ans. C'est bientôt, mine de rien. Entre guillemets, on tape du bois. Daisy Ridley, Rupert Grint et Sam Claflin ont rejoint le film A Christmas Carol. Vous savez, Monsieur Scrooge, évidemment, le film de Ty West avec déjà Johnny Depp, Tramel Tillman et Ian McKellen. Oui, écoutez, moi j'aime bien le réalisateur, j'aime bien le casting, je pense que ça peut être très bien et ça sera en concurrence avec le film de Robert Eggers, vous savez, parce qu'il fait Werewolf en ce moment et ensuite il fait lui aussi Christmas Carol, mais je pense que là Christmas Carol de Ty West sortira avant et peut-être au même moment que le Werewolf de Eggers, à voir ce que ça va donner, mais je trouve ça assez intéressant et le casting me donne envie, donc pourquoi pas. On a une affiche officielle de l'Odyssée de Christopher Nolan évidemment. Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de bande-annonce qui est sortie en ligne. Apparemment, elle sort aujourd'hui. Si elle sort aujourd'hui, je vais retourner une vidéo aujourd'hui, vous inquiétez pas. Mais au moment où je tourne la vidéo, la bande-annonce n'est pas sortie. Et l'affiche officielle, est-ce que les gens se plaignent de l'esthétique? Oui. Est-ce que c'est à juste titre? On verra lorsque la bande-annonce sortira. On en parlera. Interview with the Vampire, la série télé va changer de nom. Visiblement, elle va s'appeler The Vampire Lestat. Je crois qu'on dit Lestat, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Mais Lestat, ou Lestat, je sais plus, c'était le nom du vampire de Brad Pitt.
dans le film. J'ai pas vu la série, apparemment la série est très très bien, faut que je la regarde, mais du coup la nouvelle saison va visiblement changer de nom. Chainsaw Man saison 2 a été annoncé, ça sera l'Assassin's Arc, le arc des assassins, je sais pas ce que ça donne, j'ai pas lu Chainsaw Man, mais voilà, c'est annoncé, ça va le faire, pourquoi pas, moi j'ai bien aimé le film, la série, donc je regarderai. The Death of Robin Hood avec Hugh Jackman a montré sa première image, voici un Hugh Jackman, vieux, un Robin des Bois complètement désabusé, en fin de vie, voilà, une œuvre crépusculaire j'imagine, et moi ça m'intéresse parce que c'est Michael Saronsky qui réalise, il a fait Pig avec Nicolas Cage qui était très bien, il a fait aussi récemment Sans un bruit jour 1 qui était sympathique, mais là ça a l'air pas mal et j'ai hâte de voir la bande-annonce. Vous savez, il y a un film La Boubou qui va sortir. Bon, on se dit tous c'est quoi ce bordel, mais ça sera réalisé par Paul King. Alors je suis extrêmement déçu parce que Paul King c'est Paddington 1 et 2 et c'est Wonka qui était très très bien pour le coup. Là, lui qui fait un film La Boubou, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je suis un peu déçu, donc ça je ne comprends pas. On a le droit à la première image de Lucky Luke qui sortira évidemment au printemps 2026 sur Disney+, ce sera une série télévisée. Bon, pourquoi pas, à voir ce que ça va donner avec la bande-annonce, mais pour l'instant, j'ai pas extrêmement... C'est pas un univers que j'aime bien de base, ou en tout cas, il me laisse indifférent. Mais bénéfice du doute, si c'est bien, on regardera, évidemment. Look Back a le droit à sa première bande-annonce, vous savez, le remake live-action, mais réalisé par Koreeda, du moyen-métrage qui est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Ça a l'air pas mal, honnêtement, la bande-annonce. Alors, encore une fois, l'intérêt de remake live-action d'un film d'animation, je le vois pas. Mais vu que c'est Koreeda, à la limite, pourquoi pas. La bataille de Gaulle a le droit à une bande-annonce en 2 parties, sera le film, avec 3 semaines d'écart, donc juin, juillet, et honnêtement, pourquoi pas. Alors moi, je suis pas spécialement fan des films français qui ça joue à l'américaine, en mode Comte de Monte Cristo, parce que c'est pas là qu'on est fort, je trouve en France, je trouve qu'on est plus fort dans les choses un peu plus intimes, dramatiques, mais l'existence de films comme ça est d'après moi essentielle aussi, il faut des blockbusters à la française, et ça a l'air pas mal, honnêtement, ça a l'air pas mal du tout pour ce que c'est. Ça a l'air pas mal, je pense que ça peut être bien, ça peut être divertissant, même si je suis pas fan des trucs à la Monte Cristo, les 3 Mousquetaires, j'ai pas encore vu Chien 51 cette année, mais là, honnêtement, ça a l'air d'être fun, entre guillemets fun, ça a l'air d'être vraiment avec une mise en scène grandiose, épique, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? L'événement à 3 semaines d'écart de sortir de film, aussi je me dis que ça peut être fun. Donc ouais, j'ai un peu envie de le voir, je suis curieux. Sinon, la grosse bande-annonce de la semaine d'après moi, c'est la bande-annonce du prochain Spielberg Disclosure Day. Je sais pas quel sera le titre au français, s'il le change d'ailleurs. Et je suis un peu mitigé, c'est-à-dire que j'aime bien l'ambiance, vous savez, à l'époque, presque à Lamblin, forcément, parce que c'est Spielberg, de la manière dont on traite les aliens, avec les clichés habituels des aliens, avec une take un peu plus sur les médias, la religion et les nouvelles choses voilà, d'aujourd'hui, hein, par rapport au réseau et tout. Mais en même temps, je trouve que visuellement, c'est pas si dingue que ça. Alors oui, je fais 100% confiance à Spielberg, je fais 100% confiance à son travail, mais en termes de photos, d'idées de mise en scène, pour l'instant, de ce qu'on a vu, ça a l'air pas mal. Mais c'est pas un waouh, en mode j'ai trop hâte de le voir, je pense que ça va être un chef-d'œuvre et tout, j'espère. Je fais confiance, je pense que ça peut être très très bien. Mais la bande-annonce, en tout cas, je l'ai pas trouvée extrêmement incroyable, disons les choses, je l'ai trouvé tout à fait basique. Et oui, ça donne envie parce que Spielberg, mais si c'était pas Spielberg, je serais curieux sans plus. Là, vu que c'est Spielberg, curiosité plus, évidemment. On verra ce que ça va donner, on en reparlera, ça sort en mai. Mais oui, je suis pas extrêmement fan de ce que j'ai vu là, ça faisait un peu formaté, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film et j'ai pas encore ressenti la patte de Spielberg, mais encore une fois, c'est une bande-annonce de 2 minutes, je suis bien conscient, mais c'est mon travail de juger ce genre de choses aussi. Pluribus, je vous l'ai dit la semaine dernière, mais c'est le plus grand succès de l'histoire d'Apple TV+, non pas première saison, non pas premier épisode, le plus grand succès de l'histoire d'Apple. C'est une excellente nouvelle. Alors malheureusement, il y aura visiblement 2 ans d'attente pour la saison 2, parce que Vince Gilligan est en train de travailler sur donc, la nouvelle saison, mais il a dit que ce genre de saison et de série prendra du temps. Donc ça sera au moins 1 an et demi, sinon il aurait pas dit ça prendra du temps. Il aurait dit bah écoutez l'année prochaine on verra, mais ça sera au moins 1 an et demi voire 2 ans. C'est un peu décevant parce que tu dis la série c'est majoritairement dans une maison, les extérieurs il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux et tout. Mais je pense que c'est le travail d'écriture qui prend du temps, je pense que c'est l'organisation parce que c'est quand même très cher comme série, hein, c'est 15 millions par épisode. Ah bon, comparé à Stranger Things c'est rien, on est d'accord, Stranger Things c'est 60 millions par exemple. Mais c'est vrai que je suis assez déçu de devoir attendre 2 ans. Pour moi ça tous les ans en sortie annuelle c'est incroyable. C'est génialissime. Après, il faut voir comment se finit la saison 1. Donc, ça sera ce mercredi. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne suivent pas mes vidéos Pluribus chaque semaine, ça sera ce mercredi, la fin de Pluribus, parce qu'il y a Stranger Things vendredi. Du coup, ils ont avancé la sortie de Pluribus à ce mercredi au lieu d'être en concurrence avec Stranger Things. Ce qui est une très bonne chose d'avoir Pluribus ce mercredi et non pas vendredi. Je suis 100% d'accord. En plus, voilà, c'est le jour de Noël pour beaucoup de personnes, réveillon, tout ça. C'est très bien et ma critique sortira aussi ce mercredi. Mais malheureusement, il faudra attendre, bah oui, quelques temps pour voir la saison 2. Même si le scénario, en tout cas, est en train d'être écrit pour la suite. Je reste un petit peu déçu. Mais on verra mercredi comment ça se finit, voir à quel point on a hâte
de voir la saison 2. Monarch Legacy of Monsters aura le droit à une nouvelle série, un prequel à la série qui est diffusée ici. Ça sera avec Wyatt Russell que vous voyez juste là, donc le fils de Kurt Russell. Ça sera sur son histoire à lui. Écoutez, moi, Monarch, qui a le droit à sa saison 2 là en février, je trouve ça sympathique. Enfin, je trouve pas que c'est dingue ou incroyable, mais c'est sympathique. Un prequel sur Monarch m'intéresse pas du tout. Mais bon, voilà, pour les fans de Monarch, un prequel va se faire. On a eu la bande-annonce de The Ship Detectives. C'est une sorte de film, j'ai envie de dire d'animation, mais pas que. C'est une sorte de live-action avec des moutons qui parlent. Et grosso modo, le personnage de Hugh Jackman va être assassiné. Et ça sera un whodunit du point de vue des moutons. Donc les moutons vont enquêter sur qui assassine le personnage de Hugh Jackman. Ça a l'air pas mal. Honnêtement, la bande-annonce de Ship Detectives, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air divertissant, ça a l'air assumé, ça a l'air drôle. J'ai envie d'y croire, un whodunit sympathique, j'ai envie de voir ça. Si on parle de whodunit, c'est la série Young Sherlock de Guy Ritchie qui sortira en mars, si je dis pas de bêtises, sur Amazon Prime Video. La bande-annonce a été diffusée aussi. Ça a l'air pas mal, honnêtement. Ça a l'air très sympa aussi à regarder, très relax, très cool. Les acteurs ont l'air bien, j'ai envie d'y croire. Si on continue sur les séries Amazon, il faut parler du casting de Tomb Raider, vous savez, avec Sophie Turner qui aura le rôle du personnage principal, Lara Croft, mais Jason Isaacs et Sigourney Weaver ont rejoint le casting. Donc ça sera une grande série, pour le coup, ils vont vraiment miser dessus vu le casting, donc pourquoi pas, j'ai envie d'y croire. On a le droit à la bande-annonce de Stranger Things saison 5 partie 2 qui sortira donc ce vendredi. Oui, ça a l'air bien, honnêtement. Moi, j'ai été très critique envers la partie 1 que j'ai trouvé assez décevante. Mais là, je l'avais dit dans ma critique il y a quelques semaines, je sais que la partie 2 et 3 seront bien. Parce qu'ils vont pas répéter le schéma narratif qui était répété dans la partie 1. Et ils vont avancer, ils vont y aller en mode full blockbuster, ça sera généreux, ça sera fun. Je sais que ça sera bien. Voilà, je l'ai dit, je sais que la partie 2 et 3 seront bien. Et je l'ai annoncé. C'était pour moi évident vu la construction narrative de la partie 1. Donc voilà, je pense que ça va être bien. J'ai hâte de voir ça vendredi. On va en parler évidemment. Omar Sy jouera dans la série Extraction. Vous savez, Tyler Rake en France, mais le titre VO c'est Extraction. Ça va s'appeler Mercenary Extraction Series. Et je me pose juste la question de comment ils vont appeler la série en français. Est-ce qu'ils vont l'appeler une série Tyler Rake sans Tyler Rake? Alors peut-être il y aura un caméo de Chris Hemsworth, j'en sais rien. Mais en tout cas, Mercenary, cette série Extraction, sera normalement diffusée l'année prochaine, à voir. Et je suis content pour Omar Sy, voilà, qu'il arrive à percer aux States, surtout grâce à Lupin, Netflix et tout, pourquoi pas. La série peut être cool, le vent en star d'action. Why not? J'ai hâte de voir ce que va donner la série parce que moi personnellement j'étais pas très fan ni de Lupin d'ailleurs ni de Tyler Rake, mais à voir. Là, Samurai Standing a le droit à une saison 2. Vous savez que moi j'ai pas du tout adhéré ou aimé la saison 1, j'avais fait une critique il y a quelques semaines, donc la saison 2 je pense que ça sera sans moi, ça m'intéresse pas vraiment, mais pour les fans de la Samurai Standing, une saison 2 a bel et bien été annoncée. Gaston, le film est visiblement prévu. C'est Dave Callahan, de scénariste d'Across the Spider-Verse, qui est en train d'écrire le projet. Maintenant, c'est un film live action, c'est confirmé. Cependant, est-ce que ça sera avec le retour de Luke Evans? Moi, je serais chaud parce que j'aime beaucoup Luke Evans. Je pense que c'est un très bon acteur. Je pense qu'il a géré en tant que Gaston et c'était la meilleure partie du film original. Est-ce que ça sera juste un projet peut-être d'animation? Alors, j'ai lu live action. Mais j'ai vu des gens dire animation aussi, mais moi j'ai lu live action, c'est un spin-off qu'ils veulent faire. Je pense que ça peut le faire sur Gaston. Vous savez, ils ont l'habitude de prendre des antagonistes de Disney et changer un peu la donne par rapport à qui ils sont, pourquoi et tout. Mais si c'est Luke Evans, en termes de rôle et tout, je pense que ça peut être vraiment divertissant parce qu'il a volé le show à chaque fois. Et s'ils en font une comédie musicale, je pense que ça peut être très bien aussi. À voir ce que ça va donner. Moi, je suis ouvert pour ce genre de projet. Le film Star Wars Starfighter a terminé son tournage. La sortie est toujours prévue pour mai 2027. Voilà, 1 an et demi de post-prod. C'est bien pour un film Star Wars. C'est cool, ils ont le temps de faire le travail, même si le film ne m'attire pas du tout parce que littéralement Sean Levy, Gosling, ça fait longtemps qu'il a pas fait un bon film. Bref, on verra ce que ça va donner, mais c'est bel et bien terminé en termes de tournage. Il y aura sûrement des reshoots, mais le film sortira dans 1 an et demi. Pareil pour Spider-Man Brand New Day qui a fini son tournage. Le film sortira en juillet 2026, donc 6 mois de post-prod. Vous voyez, c'est pas la même chose, pour le coup, à voir ce que ça va donner. Mais j'ai hâte de voir la première bande-annonce qui devrait pas tarder non plus, je pense. Avatar 3 de Feu et de Cendre cartonne évidemment, c'était prévisible. Mais il cartonne beaucoup en France, 1 million d'entrées en quelques jours. Il cartonne en Chine, d'ailleurs en Chine il marche mieux pour l'instant que La Voix de l'eau. Et la Chine c'est un énorme marché pour Avatar. Mais à l'échelle mondiale, le film fait moins bien que Avatar 2 pour l'instant. Il fait 345 millions, là où Avatar 2 avait fait 435 millions. Cependant, Avatar n'a jamais fait des gros premiers week-ends. Avatar a toujours marché sur le long terme. Donc sur le long terme, si le film est vu, si le film est regardé, re-regardé, il risque de cartonner. Est-ce qu'il fera les 2 milliards? On verra, on n'en sait rien. Pour l'instant, ça dépend du bouche à oreille, si les gens aiment bien le film. Les retours sont positifs, il a de bonnes notes, les gens apprécient, il n'y a pas de problème. Mais à voir sur le long terme, mais oui, c'est un carton.
c'est sûr que ce sera le film hollywoodien qui va le mieux marcher de l'année. Neja 2 reste premier avec 2,2 milliards, hein, le film chinois d'animation dont j'ai parlé sur les réseaux il y a quelques jours. Mais Avatar risque de finir deuxième. À voir, on en parlera dans, vous savez, le bilan box-office que je ferai mi-janvier ou fin janvier, quand les films auront le temps de sortir un petit peu. Mais Avatar risque évidemment de cartonner encore plus, mais ce sera dur de rattraper le 2, voire les 2 milliards. À voir la semaine prochaine, les semaines d'après, à quel point les gens vont et revont en salle et à quel point la Chine est motivée. Visiblement, ça, chapitre 1 et chapitre 2 auront le droit à une sorte de version longue. Apparemment, il y a 6 heures qui n'ont pas été diffusées, qui sont utilisables d'après le réalisateur Andy Muschietti. Est-ce que ces heures-là vont sortir? Est-ce qu'ils vont bel et bien sortir une sorte de version longue qu'on n'a jamais vu des 2 œuvres ça? Vu l'engouement autour de Welcome to Derry, pourquoi pas? Moi, je suis curieux. Moi, le premier, ça, j'ai bien aimé. Le deuxième, j'étais vraiment déçu. Mais s'ils sortent une nouvelle version, pourquoi pas, ça peut être intéressant. D'ailleurs, c'est bel et bien toujours 3 saisons qui sont prévues de Welcome to Derry. Une saison qui se passe en 1939, une saison qui se passe en 1908. Moi, je suis vraiment fan de cette approche de faire des sortes de saisons, vous savez, avec le lien de Pennywise, des choses comme ça, ou la créature cosmique de Pennywise, mais en changeant l'univers, le contexte, l'époque. Je pense que ça peut être très très bien, ça peut être très très divertissant, à voir ce que ça va donner, mais moi, je reste ouvert à ce genre de choses, parce que ça peut être intéressant, et je trouve que la série s'est bien rattrapée par rapport à ce qui a été fait sur la fin de la saison, même si le début, je l'ai trouvé très approximatif. La Warner a rejeté l'offre de la Paramount. Bon, voilà, ce sera sûrement Netflix du coup qui va acheter la Warner. On se tient évidemment au courant, je vous dirai. Si vous avez suivi les dernières vidéos, la Paramount voulait aussi acheter les chaînes de télévision de la Warner, là où Netflix n'est intéressé que dans les licences, à voir ce que ça va donner évidemment. Si la Warner est en train d'être achetée, ils ont quand même créé une nouvelle division, un nouveau département de films à petit budget avec un marketing innovant. Ils ont embauché des gens qui bossaient chez Neon. Neon aux États-Unis, c'est un distributeur qui cartonne pour le coup avec le marketing, avec leurs films qui marchent très très bien. Et la Warner veut une approche un peu film indépendant, film à moyen budget, juste avec un marketing très très fort pour que les gens aillent en salle. C'est une bonne stratégie, dommage qu'elle risque d'être complètement anéantie par Netflix évidemment. Digger avec Tom Cruise et de Inarritu, évidemment qu'on adore, un grand metteur en scène, a montré son premier teaser. Alors c'est Tom Cruise qu'on voit là, on imagine, sur une musique de Gorillaz. Ça fait du bien d'entendre du Gorillaz avec pas leur chanson iconique qu'on entend dans tous les films. Mais là, ça m'intéresse avec le format, j'aime bien l'image, j'aime bien que c'est teasé déjà comme une comédie. J'aime bien, même l'affiche, elle est super, ça fait très ancien Hollywood. Voilà, ça donne vraiment envie de voir ça. Tom Cruise, il va faire que des rôles de malade mental, je pense. Il va faire des comédies, des rôles bizarres et tout. J'ai envie d'y croire. Je pense que Digger sera génial. J'ai hâte de voir la bande-annonce complète dans quelques mois, j'imagine. Mais pour l'instant, ce teaser, on comprend pas trop ce qui se passe, mais ça met un peu l'ambiance comique, bizarre. L'histoire de l'appel, vous savez, c'est un lien, parce que l'histoire du film, c'est l'homme le plus puissant du monde et le plus riche du monde qui essaie de convaincre l'humanité de la sauver. Et mais en même temps, c'est lui qui va détruire le monde sans le vouloir. C'est particulier, mais ça fait penser évidemment à Elon Musk. L'Apple, ça fait penser à Nvidia qui vend des pelles pour le Gold Rush de l'IA, plein de choses comme ça. Je pense que ça sera malheureusement très d'actualité et je pense que ça sera fascinant à la fois. Donc j'ai très hâte de voir ça. On a le premier casting pour The White Lotus saison 4. C'est Alexander Ludwig et AJ Michalka, ou Michalka, je sais pas comment on dit, pardon, qui seront pour l'instant les premiers acteurs choisis dans cette nouvelle saison. Donc à voir ce que ça va donner. Moi j'aime beaucoup The White Lotus comme beaucoup de personnes, donc j'ai hâte de voir ça. Superman, Man of Tomorrow a choisi son Brainiac, c'est officiel, c'est Lars Heidinger qui va l'interpréter. J'ai pas vu grand chose avec lui, mais vu sa tête, avec tout le respect, oui. Je le vois bien en Brainiac, donc je suis carrément chaud et j'ai hâte de voir ça parce que j'ai beaucoup aimé le Superman qui est sorti cette année. En termes de jeux vidéo, il faut savoir que Clair Obscur a perdu un prix à cause de l'IA générative, car ils ont confirmé qu'il y avait de l'IA générative dans Clair Obscur pour pas mal de choses, et c'est les Indie Game Awards qui ont disqualifié Clair Obscur et qui ont redonné le prix de Clair Obscur à Blueprints. Et c'est un peu compliqué. Moi, je pense que ces histoires-là, vous savez, moi, je suis contre IA générative pour l'art et l'artisanat de manière générale. l'Ariane Studio, qui ont fait Baldur's Gate, qui vont faire Divinity prochainement, sont dans la sauce aussi, car ils ont avoué utiliser de l'IA générative pour s'inspirer. Donc, au lieu de prendre des bouquins, de faire des recherches, de concept art et tout, ils demandent à des IA de générer des concept art. Donc c'est l'IA générative en tant qu'inspiration, non pas en tant qu'outil de création, mais d'inspiration. Ça ouvre un débat sur ça aussi, évidemment. L'IA générative dans Clair Obscur, c'était vraiment de l'IA générative pour des assets du jeu. Il y a des extraits et tout qui ont été diffusés entre-temps. Donc c'est compliqué parce que à la fois, tout le monde va y passer. Vraiment, tout le monde va y passer. C'est évident que l'IA générative sera utilisée dans tous les jeux, partout. Les gens n'aiment pas pour l'instant. Et je trouve qu'il y a un marketing néfaste, entre guillemets, et problématique par rapport aux studios qui utilisent sur ce cinéma ou de jeux vidéo l'IA générative. Maintenant, on fait quoi ?
Parce qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus d'IA générative. Qu'on le veuille ou non, ça va cartonner, il y aura de plus en plus de gens qui vont le faire. Donc on enlève des prix constamment, on fait du marketing constamment sans IA générative, on fait comment? Moi, je suis contre l'IA générative pour la création artistique. Je pense que les jeux vidéo sont une création artistique. Mais la vérité est que c'est aussi un truc technique, un jeu vidéo. C'est aussi un truc, un objet, vous savez, fonctionnel, en interaction directe avec un consommateur, un joueur. Donc là, on fait comment? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Moi, je suis contre, mais à force, c'est une bataille perdue d'avance. On le sait très bien que l'IA générative va prendre de plus en plus de place. Est-ce qu'on enlève des prix constamment? Est-ce qu'on empêche les développeurs de s'inspirer de certaines choses s'ils gagnent du temps? Moi, l'IA générative, en tant qu'outil, pour aider les gens à faire des choses, ok, pour créer beaucoup moins, évidemment, mais ça reste du vol. Si tu t'inspires de concept art auquel tu n'as pas forcément eu accès légalement, ou juste c'est l'IA qui fait un mix de plein de trucs différents, on fait comment? Donc personnellement, je sais pas. Moi, je pense que malheureusement, c'est une bataille perdue d'avance, mais je vais toujours soutenir les œuvres qui peuvent faire du contenu sans IA générative. Mais maintenant, est-ce que j'ai aimé Clair Obscur? Oui, j'ai adoré. Est-ce que ça va gâcher mon jeu, mon film, de voir de l'IA générative à l'avenir? Au fait, non, parce que je vais même pas remarquer, c'est ça la vérité. Mais d'un point de vue éthique, d'un point de vue artistique, malheureusement, c'est un peu dommage, mais je sais que c'est... Désolé d'être cynique, mais je sais que c'est perdu d'avance et qu'on peut rien y faire, et c'est comme ça. Intergalactic Heretic Prophet est vraiment rushé pour sortir en mi-2027. Je pense qu'il y a une raison très simple à ça. Malheureusement, pour le développeur, il y aura beaucoup de crunch, visiblement, mais ils veulent sortir ce jeu sur la PS5 et non pas la PS6. PS6 qui sortira sûrement en 2028. Encore une fois, les consoles, en ce moment, avec les prix de la RAM, les prix des cartes graphiques et tout ça, on verra le prix de la PS6. Moi, une PS6 à 1000 balles, ça m'étonnerait pas aujourd'hui, vu le marché. Mais Heretic Prophet, ils ont quand même envie de le sortir. Moi, ça me fait chier parce que j'ai pas envie d'acheter une PlayStation Pro juste pour jouer à Heretic Prophet et à GTA 6. Mais on va voir ce que ça va donner. Et normalement, le jeu devrait sortir du coup dans 1 an et demi. On verra quand on aura plus d'informations. Hollow Knight Silksong aura le droit à une extension gratuite qui s'appelle Sea of Sorrow avec des nouvelles zones, des nouveaux boss. Ça sortira gratuitement en 2026. Et ils ont aussi annoncé qu'il y a eu 7 millions de ventes de Hollow Knight. Moi, j'ai essayé de me remettre, vous savez, sur Hollow Knight sur mon Steam Deck. Mais c'est un jeu, faut y jouer constamment. Sinon, t'oublies, tu te perds et tout. Donc c'est hyper compliqué. Et j'ai pas eu le temps et l'envie de m'y mettre pour le coup constamment. Mais voilà, pour les fans de Hollow Knight, il y aura une extension gratuite. Maintenant, pour cette section anecdote, entre guillemets, j'ai envie de parler de pas mal de choses, dont les interviews avec James Cameron. J'en ai bouffé plein ces dernières semaines, évidemment. Mais il y en a marre qu'on lui pose la question sur Avatar 4. Tout le monde lui pose la question, quand est-ce qu'il sortira le 4? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit à une personne qui l'interviewait, est-ce que vous demanderiez à une femme qui accouche un enfant à quand le prochain? Bon, ça évidemment tue la personne qui l'interviewait, donc c'est assez rigolo. Et il a aussi confirmé que lors du tournage de Titanic, il a dû ressusciter un rat qui s'était visiblement blessé ou il s'est passé un truc, et il a dû le ressusciter pour garder la certification pas d'animaux blessés lors du tournage. C'est une certification quand même assez importante lorsque vous faites un film, et ils sont devenus amis, visiblement, c'est ce qu'il a dit après, donc c'est assez particulier, mais voilà, il a dû sauver un rat. Oona Chaplin a gardé son nom familial, vous savez, hein, le nom de Charlie Chaplin, c'est la petite fille du réalisateur, acteur, et elle a dit qu'elle a gardé pour une raison très simple. Lorsqu'ils vont Google son nom, ils vont voir que c'est la petite fille de Chaplin et ils vont peut-être regarder l'un de ses films. Elle était assez contente de propager les films de son grand-père, et je trouve que c'est assez mignon comme excuse, donc pourquoi pas. Slop est le mot de l'année pour Merriam-Webster, hein. C'est un mot qui est souvent utilisé pour parler d'IA. Vous savez, AI slop, et j'en parle parce que c'est un lien avec le cinéma quand même assez direct, parce qu'on utilise souvent ce terme quand on voit des bandes annonces en IA, des films, des séries qui utilisent l'IA générative, on parle de slop parce que c'est rien du tout, quoi. Slop, c'est un tas de rien, quoi. C'est quelque chose de visqueux, de dégueulasse et tout, et je pense que le mot est assez approprié pour parler d'IA. Les films préférés de Barack Obama ont été annoncés, donc on a une méthode après l'autre. Sinners, Un simple accident, Hamnet que je n'ai pas vu, pour le coup il n'est pas encore sorti en France, Valeurs sentimentales qui est pas mal aussi, No Other Choice il n'est pas sorti en France, The Secret Agent je l'ai vu la semaine dernière, c'est très très bien, Train Dreams c'est sympa, Jay Kelly j'ai pas encore vu, et Good Fortune et Orwell, je sais pas s'ils sont sortis en France pour l'instant ces deux-là, mais je les ai pas encore vus. Bon, c'est une liste qui me semble correcte de ce que j'ai vu. Enfin, en tout cas, les films que j'ai vus, ils sont tous très bien. Train Dreams, un peu moins fan, même si je trouve qu'il est bien tout de même. Mais voilà, Barack Obama a sorti aussi sa liste de ses livres, de ses séries préférées aussi, je crois. Bref, il sort à chaque fois ses musiques préférées chaque année. Il y a plein de gens qui se posent la question, est-ce que c'est littéralement un focus group qui fait cette liste avec toutes les choses qui seraient populaires à mettre en avant, ou est-ce que c'est vraiment ses choix à lui? Dans tous les cas, je pense que c'est bien de mettre en avant des films, même si Barack Obama est très problématique en tant que président des États-Unis. À côté des gens qu'on a maintenant aux States, bon, il paraît assez modéré, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses assez négatives, soyons tout à fait d'accord par rapport à ça. Mais c'est toujours bien quand des gens mettent en avant du cinéma international aussi, c'est toujours intéressant et ça fait du bien. Dick Van Dyke a 100 ans, et oui, il a fêté ses 100 ans la semaine dernière.
C'est fou, cet homme qui était tellement présent dans le monde du cinéma pendant des décennies, littéralement, pendant 100 ans presque. Il a bel et bien 100 ans, il est très content, il est encore en vie, il a encore une bonne énergie, donc ça fait plaisir. Stellan Skarsgård, lors du tournage d'Andor, avait une oreillette, car il ne pouvait plus se rappeler de ses lignes suite à un infarctus. Donc évidemment, il avait quelqu'un qui lui disait quoi dire dans son oreille, sauf que ça le dérangeait. Pourquoi? Car la personne qui lui disait ses lignes n'avait pas le même rythme que lui dans son dialogue, et forcément il y avait un peu un conflit dans sa tête entre l'oreillette, lui qui veut dire ses dialogues comme il veut le dire, donc c'était un peu compliqué, et en même temps il pouvait pas se rappeler des lignes à cause de cet AVC qu'il avait fait. Donc voilà, c'est une anecdote assez sympathique parce qu'on voit que parfois il y a des acteurs connus qui continuent de jouer, qui peuvent très bien jouer, mais qui sont fatalement malades et qui ne peuvent plus se rappeler de leurs répliques. Alors il y a plein d'acteurs qui... vous savez, avaient des oreillettes ou des gens qui leur lisaient ou mettaient le texte en avant parce qu'ils avaient la flemme d'apprendre, mais lui, c'était vraiment un problème suite à sa maladie. Wake Up Dead Man a été tourné avec une méthode assez sympathique et souvent utilisée pour les films, mais je voulais partager pour les gens qui étaient curieux. Donc pour certaines scènes comme celle-ci ici, quand vous voyez du rouge ou du bleu sur les côtés du cadre, il y a bel et bien, et ça ils le font tout le temps au cinéma, il y a bel et bien quelque chose qui est sur l'objectif de la caméra. Voici à quoi ça ressemblait concernant Wake Up Dead Man. Ils ont mis des trucs en plastique avec du scotch sur la caméra pour donner cet effet. Et c'est cool, franchement c'est sympa, je trouve que c'est inventif, ça fait vraiment low cost. Quand vous avez un budget de 200 millions, vous faites quand même des choses qui sont vraiment très très cheap et ça fonctionne très très bien parce que c'est comme ça qu'ils ont donné cet effet. Alors, ils ont testé plein de fois avec les bons filtres, avec le bon plastique et des choses comme ça, mais ça a fonctionné, ça donne un truc qui est plutôt sympathique. Timothée Chalamet et SD Kid, alors moi je connaissais pas du tout SD Kid avant cette histoire, mais en gros c'est un mec masqué qui ressemblait, avec ses yeux en tout cas, à Timothée Chalamet, et ils ont fait une collab où Timothée Chalamet vient chanter un couplet, un refrain sur littéralement l'une de ses chansons. C'est rigolo, voilà, c'est pour la promo de Marty Suprême qui sort chez nous en février en France. Pourquoi pas, c'est sympathique, ça donne un petit peu envie, tu vois qu'il s'éclate, il a utilisé une rumeur pour faire un coup de com' et c'est plutôt réussi. Ensuite, nous avons YouTube qui va arrêter, donc en démonétisant et même en bannissant toutes les chaînes d'IA. Donc si vous faites des chaînes de désinformation d'IA comme, vous savez, des conneries à la 4 Fantastique ou n'importe quel avatar, si vous désinformez via des bandes annonces IA, vous serez banni. Et je pense que c'est très bien de bannir la désinformation IA parce que c'est des fausses bandes annonces qui sont utilisées par des gens pour se faire de l'argent et non pas pour s'amuser. Vous savez, à l'époque, il y avait des fausses bandes annonces pour rigoler, des choses comme ça. Là, c'est clairement des faux trucs qui sont là pour désinformer, pour faire du mal. Et ça pourrit Google aussi. Quand vous tapez Avatar 3 sur Google, la majorité des trucs, c'est l'IA. C'est même pas des plans du film. Donc c'est problématique, c'est dangereux. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très bien que YouTube bannisse ce genre de contenu. C'est important. La scène de bisous dans Avatar 3, sans spoiler évidemment, il y a une scène de bisous entre deux acteurs et il y avait quand même un écartage assez conséquent. Vu cet écartage, les acteurs ne se sont pas embrassés. Déjà, c'était compliqué avec les caméras et tout, mais même s'ils devaient s'embrasser dans certaines scènes, parce que parfois ils retournent sans les caméras sur le visage, ils avaient des séquences où littéralement il y avait des doublures qui venaient sur scène pour que la personne s'embrasse avec une personne du bon âge, parce que sinon c'est bizarre, l'un des acteurs était mineur lors du tournage et l'autre personne était bien plus âgée, donc c'est important de faire ce genre de distinction et de faire attention à ça. Ensuite il y avait une scène dans Avatar 3 où le personnage de Sigourney Weaver fait une référence à Alien en disant bitch, sauf que lorsque vous regardez le film, il y a bel et bien le mot witch qui est dit et non pas bitch, c'est d'ailleurs traduit par sorcière dans les sous-titres, chose que j'ai vérifié. Première fois que j'ai vu le film, j'ai entendu bitch. Deuxième fois que j'ai vu le film, vu que j'avais les sous-titres, parce que la première fois que j'ai vu le film, il n'y avait pas de sous-titres. J'étais à l'avant-première presse à Bruxelles, il n'y avait pas de sous-titres. Pour le film, c'était l'anglais, il y avait les sous-titres pour le Navi, évidemment, et le Tulkun, mais il n'y avait pas de sous-titres. Donc moi, j'ai entendu Bitch, parce que c'est une référence à Sigourney Weaver, Alien. Voilà, c'était rigolo, c'était sympa, tout le monde aime bien ça. En plus, je crois qu'elle dit Get away from my mother, you witch. Donc sorcière, ce qui est très logique, vu la situation, pour le coup. Mais en VF, visiblement, ils disent garce. Et James Cameron a dit en interview que c'était bel et bien Bitch. Alors moi, je suis sûr à 100%, en ayant vu le film et revu le film, que c'est witch qui est dit, et non pas bitch. Et le sous-titre, je m'appelle très bien, il va marquer sorcière. Et witch, en vrai, ça a un sens. Donc est-ce que c'est un producteur, est-ce que c'est Disney qui a remplacé le witch au final, ou en tout cas, il a remplacé le bitch en mettant witch? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais en VF, visiblement, c'est garce. Et garce, c'est bitch, plus ou moins, en anglais. Donc je sais pas, c'est une situation un peu bizarre, où j'ai entendu witch, Cameron dit que c'est bitch, et la VF, c'est bitch aussi. Donc je n'en sais rien, dites-moi dans les commentaires. Pour les sorties de la semaine, c'est la fin de Pluribus comme je vous l'ai dit. Ce mercredi évidemment, il y aura ma critique de ce dernier épisode.
Stranger Things, il y aura la critique des 3 épisodes qui sortent ce vendredi aussi sur la chaîne. Et il y a aussi La Femme de ménage, la critique arrive demain. J'ai déjà vu le film et c'est compliqué. On en parle évidemment demain. Voilà pour les actualités cinéma, série, un petit peu jeux vidéo de la semaine. Dites-moi si cette section actualité vous plaît. Je pense que la section actualité, je la mettrai aussi sur TikTok. Mais vous savez, les actus cinéma, je les mets jamais sur TikTok ou les formats courts Instagram. C'est toujours sur ces vidéos YouTube ou podcast ou peu importe où vous écoutez hein, évidemment ce contenu. Mais les anecdotes, je pense que je vais les laisser aussi pour le coup sur TikTok. Ça peut être intéressant et si les gens aiment bien les anecdotes sur TikTok, mais les news, ça sera là. Mais je me suis dit, si je mets des choses intéressantes sur TikTok, peut-être sur les plateformes de podcast, YouTube, ça pourrait vous intéresser aussi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette section anecdote qui rallonge un peu la vidéo, mais je trouve que c'est intéressant et sympathique et on peut en discuter. Voilà, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, évidemment maintenant sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur Twitch, Instagram et TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.